Alors, merci à vous d'être là pour parler d'un sujet extrêmement intéressant, c'est les ETI et la cybersécurité. Alors, quels sont leurs process? Quelle façon de gérer leurs équipes? Comment, finalement, elles vont parler budget cybersécurité au niveau de leur COMEX? Et surtout, comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là au niveau de sa direction générale, en sachant qu'une ETI n'est pas un grand groupe? Alors, pour vous décrypter tous ces sujets et vous donner des tips, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, 3 intervenants que j'ai le plaisir d'accueillir, qui connaissent très bien le monde des ETI, mais pas que. Jérôme Notin, bonjour et ravi de te retrouver sur Ready4It. Est-ce qu'on présente encore cybermalveillance.gouv.fr? Qui ne connaît pas cybermalveillance.gouv.fr? Voilà, génial. Parce que l'objectif, et ça, voilà, Guillaume Boupard l'a souvent répété dans ses keynotes ces dernières années, tout le monde devrait connaître ton organisation. Rappelle-nous quand même les trois profils, sa date de création quand même, et puis voilà, par rapport à notre sujet des ETI. Les profils, tu parles des publics, c'est ça, non? Les publics, ce sont les particuliers, les entreprises, les collectivités, à peu près tout le monde. En fait, pour le dire un peu différemment, tout ce qui n'est pas régulé par l'ANSSI. On a été créé par l'ANSSI en 2017 et par le ministère de l'Intérieur. Donc, incubation par l'ANSSI en 2016, création de la structure en 2017 avec un accompagnement du ministère de l'Intérieur, je l'ai dit, pour adresser ce qui n'était pas régulé. À l'époque, il y avait uniquement les opérateurs d'importance vitale, peu d'ETI. Ensuite est arrivée la directive Nice et la transposition. Donc, on a commencé à intégrer dans ces entreprises régulées les ETI, donc c'était du spectre de l'ANSSI et nous le reste. Et puis il y a un sujet qui concerne beaucoup de ETI, voire de PME aujourd'hui en France sur cette année 2024, c'est la transposition de Nice 2 qui là pour le coup va concerner des ETI. Donc voilà, ça ce sont les publics, donc une ligne assez simple de démarcation, régulée ANSSI, non régulé GIPA, CIMA, cybermalveillance.gouv.fr et 3 missions, une mission d'assistance, on est victime, on vient chez nous, on trouve une solution normalement, des conseils, une proposition de mise en relation avec un prestataire de proximité. Tu m'as donné la parole, je la garde. Voilà, Et la semaine prochaine, je vous invite à suivre l'actualité qui, a priori, depuis ce matin a changé, mais sur une évolution de notre dispositif qui va intégrer un concept qu'on va appeler 17cyber.gouv.fr, qui va être une grosse évolution pour nous, puisqu'on va rajouter à cette possibilité de mise en relation avec un prestataire une capacité de mise en relation avec un policier et un gendarme pour l'accompagnement à la judiciarisation. Donc c'est un gros sujet sur lequel on travaille avec l'intérieur depuis longtemps. Donc accompagnement des victimes, prévention, sensibilisation, fondamentale, comment faire pour ne pas être victime, on produit beaucoup de contenu, et puis observation de la menace qui permet d'alimenter les 2 premières missions. On va y revenir, mais vous avez eu une exclue. Je vous demande de garder pour vous. Garder top secret, on est entre nous. Gilles Cassé-Rambert, en tout cas, merci Gilles, toi qui connais très bien le monde des ETI, mais également les grands groupes. Ton regard va nous être extrêmement précieux pour décrypter un petit peu ces grands sujets. Tu es le président de Memority. Quelques mots pour présenter ta société. Alors, je ne vais pas poser la question si tout le monde connaît Memority. On est moins connu. Donc, Memority, c'est une plateforme de gestion et des accès des identités qui est française et qui est finalement la seule grosse expérience dans le monde de la cybersécurité où des entrepreneurs ont repris un actif qui était parti à l'international et ramené en France. Donc on est très très fiers et on innove fortement sur ce que c'est que l'Identity Factory. Et donc c'est comment on démocratise la gestion des accès à l'identité, donc largement utilisé par des grands groupes, mais également pour des entreprises de taille intermédiaire. Donc j'ai la chance, l'honneur de présider cette entreprise. Voilà. Et puis Franck Link, merci beaucoup Franck d'être présent. Vous allez être notre grand témoin. Enfin, tu vas être notre grand témoin, à vrai dire. Aujourd'hui, tu es le responsable IT Group de Dietrich Process System. Il faut bien rajouter les 2 termes après. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter ton ETI, les grands chiffres et les grands sujets? Alors, Dietrich Process System est effectivement une ETI. Donc, c'est un groupe industriel d'environ 1200 personnes à travers le monde, donc répartis sur environ 20 filiales, avec quand même une grosse présence, une grosse concentration sur l'Europe, en particulier sur la France, étant donné que c'est un groupe français. Donc, nous sommes fournisseurs d'équipements
pour les industries chimiques et pharmaceutiques. Donc il faut imaginer des gros réacteurs dans lesquels on produit des produits chimiques, du médicament. Et maintenant, depuis quelques années, nous développons des services autour de l'ingénierie des procédés. Alors, tes grands sujets de l'IT, c'est quoi? Alors, les grands sujets, il y en a beaucoup. Beaucoup, oui. C'est le cas des ETI. Hein. Voilà. Donc, parmi les principaux sujets, on va retrouver principalement une harmonisation du SI. C'est-à-dire que, alors historiquement, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais De Dietrich est composé comme je disais, d'une vingtaine de filiales qui, par le passé, disposaient d'énormément d'autonomie. Donc, chaque filiale a créé son petit système d'information en toute autonomie. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas forcément une formule gagnante. Donc, il nous faut, depuis maintenant 2-3 ans, on a pris le parti d'harmoniser le tout. Donc, ça passe par de la standardisation, de l'optimisation des process, de la digitalisation des process administratifs, et également de la digitalisation des opérations de production dans les ateliers. Donc ça, c'est important, oui, la prod. Voilà, c'est ça, pour avoir une meilleure visibilité sur l'activité de production. Ça s'accompagne aussi par un volet infrastructure, forcément, l'adaptation de l'infrastructure pour accompagner ce développement-là, et évidemment aussi les sujets autour de la cyber. Alors, ton équipe, pour faire tout ça, combien de personnes et comment est organisée ton équipe ? Alors sur cette ETI, on est finalement un effectif très restreint. Nous sommes 12 personnes, 8 en France et 4 en Allemagne. Donc on retrouve les effectifs IT sur les sites industriels les plus conséquents. Hein. Donc en France, 8 personnes. Et globalement, si je dois faire un ratio, donc on est à 50-50 sur de l'applicatif et sur du système au sens large. Alors il y a 2 ans, il s'est passé un événement assez important pour De Dietrich. Comment est arrivé le sujet de la cybersécurité au niveau de ta direction générale ? Explique-nous. Mais en fait, il y a un peu plus de 2 ans, nous avons été victimes, comme beaucoup d'entreprises, mais d'un phishing. D'un phishing avec subtilisation des identifiants. Donc ça a permis aux hackers de s'introduire dans certaines messageries de certains collaborateurs. Donc la technique employée est très, très classique. C'est vraiment du très standard. Néanmoins, la méthodologie employée, ça a été de récupérer l'intégralité du carnet d'adresses de ces personnes-là et de retransmettre ce mail frauduleux à l'intégralité de ce carnet d'adresses. Pas de chance, plusieurs milliers, donc quand je dis plusieurs, c'est pas loin de 10 000 contacts extérieurs, dont des grands noms de la chimie et de la pharma ont été impactés, ont reçu ce mail frauduleux et donc forcément il a fallu aussi que nous on assume notre part de responsabilité, qu'on explique les faits finalement, et quelles ont été les actions de remédiation. Donc j'ai envie de dire, il y a eu plus un déficit en termes d'image qu'un réel impact financier. Alors, on va y revenir. Alors, Jérôme, ce phishing, c'est devenu un classique des menaces. Au mois de mars, tous les ans, tu sors un état de la menace. En quelques mots, 2023, ça a donné quoi et où on en est où de cette menace ? Mars 2023, c'est le rapport d'activité du groupement. Voilà, mais précise. Intègre un état de la menace. On ne peut pas réduire à uniquement l'état de la menace. Plus sérieusement, c'est l'état de la menace vu par notre dispositif. Donc oui, et l'hameçonnage depuis de nombreuses années d'ailleurs, c'est la menace numéro 1, sauf l'année dernière, et c'est peut-être pas un bon signe, et je vais vous expliquer pourquoi, sauf pour les entreprises. Ça a été, puisque j'évoquais tout à l'heure le parcours d'assistance, la première des questions qu'on pose, c'est est-ce que tu as un particulier, une entreprise, une collectivité ? On ne va pas poser les mêmes questions à une collectivité qu'à un particulier, par exemple. Et donc ça nous permet, quand la victime a qualifié son incident, nous, d'avoir des statistiques. Et donc, pourquoi je vous explique ça, c'est qu'effectivement, la grande majorité, j'ai plus les chiffres en tête, mais le rapport est disponible en libre accès, bien évidemment, sur notre plateforme. La première des menaces, donc, pour les particuliers, c'est l'hameçonnage, et pour les collectivités, c'est l'hameçonnage. Mais la première, et c'est la deuxième
proportionnellement, donc c'est le deuxième nombre, c'est le nombre de parcours qui est en deuxième place pour les entreprises. Et c'est pas une bonne nouvelle parce que l'hameçonnage, c'est la mère de beaucoup d'attaques. C'est-à-dire que, comme Franck l'a dit, on va d'abord être victime d'hameçonnage. Ici, ça fonctionne pour quelque raison que ce soit. Derrière, il va y avoir soit compromission de compte pour des entreprises, compromission de données perso, par exemple carte bancaire pour des particuliers. Donc voilà, on fait une première action d'hameçonnage qui derrière nous permet d'avoir des credentials qui peuvent aussi permettre de rentrer dans un système d'information pour faire de nouveaux envois ou détonner du rançongiciel. Donc voilà, sur les proportions de parcours, au niveau des entreprises sur 2023 l'année dernière, c'était compromission de compte, donc conséquence d'hameçonnage, hameçonnage et rançongiciel. Il y a d'autres raisons qui peuvent faire qu'une entreprise soit victime de rançongiciel, mais c'est aussi beaucoup par des compromissions de compte initialement. Bien sûr. Alors revenons en arrière. Gilles, il y a 2 ans, comment finalement tu es intervenu, comment tu as rencontré Franck et comment tu es venu aider de Dietrich Process System? Alors, avant de reprendre et de refaire la question de Memoretti, j'avais accompagné notamment au sein d'entreprises beaucoup de grands groupes et j'ai décidé pendant 2-3 ans d'accompagner des entreprises de taille intermédiaire et plutôt en région. Et dans ce cadre, j'ai cofondé une entreprise qui accompagne les entreprises intermédiaires sur 3 grands sujets. Le premier, parce que on en reparlera, et la preuve que Franck est patron de l'IT de son entreprise, c'est que la sécurité n'est là comme un moyen de protéger, mais c'est la transformation digitale. D'ailleurs, une des raisons d'ailleurs qu'on fait un événement comme ici où on parle d'abord de transformation digitale, c'est ça qui tire finalement les grands projets. Là, les études sont sorties sur les ETI, c'est 60% des ETI qui mettent la transformation digitale comme une priorité. 55% seraient prêts à arrêter s'il y avait une condition qui était supérieure à celle-là, et notamment une attaque cyber. Donc l'idée, c'était d'accompagner les entreprises sur la donnée, parce que la transformation digitale, c'est d'abord une économie de la donnée. Donc la donnée, évidemment la réglementation et la protection au sens la conformité réglementaire. Et puis l'autre point, c'est la cybersécurité. Et sur ces sujets-là, il y a un point où on s'est très vite retrouvé, c'est le côté culture sécurité, acculturation aussi bien des employés que des dirigeants. Et donc, j'ai pu accompagner Franck sur 2 grands leviers. Le levier de la sensibilisation des employés, qui est un premier, en tout cas, effet qu'on a mis en premier pour aller très très vite à l'essentiel et notamment suite à ce qui était arrivé. Et le deuxième, c'est de construire un plan de gestion de crise qui se termine, alors après avec l'ensemble des dirigeants, qui se termine après par un exercice de crise. Et là, on a pu mobiliser, et en tout cas, Franck a pu sensibiliser complètement l'ensemble des dirigeants sur cet exercice de table, un simple exercice de table, mais de bien comprendre l'ensemble des actions et se réapproprier finalement les sujets de cybersécurité. Alors justement, tu as employé beaucoup le terme de dirigeant. Franck, il y a clairement eu un avant et un après ce phishing. Avec le recul, est-ce que tu as eu du mal à convaincre ton COMEX? Quels sont les arguments que tu as dû déployer? Parce que ça va aider beaucoup aussi de personnes dans ton cas finalement. Effectivement, l'événement qu'on a subi il y a un peu plus de 2 ans, ça a eu un peu l'effet d'un électrochoc, clairement. Et il en faut un souvent, hein, on a l'impression. Oui, parce que tant qu'on n'est pas touché, ça n'arrive qu'aux autres. Voilà. Et j'ai envie de dire, on s'en sort bien. On s'en est bien sorti. Voilà. Je pense que Gilles, effectivement, on peut saluer le fait que, parce qu'on connaît d'autres ETI qui malheureusement sont arrivés au bord du gouffre. Là, c'est pas le cas. Effectivement, il y a eu oui, alors on une l'a gestion pris plutôt. En fait, on l'a surtout pris comme une première alerte. Donc on avait le choix, soit on bouge, soit on ne bouge pas. Là, clairement, on a pris le parti de bouger. Alors, moi, j'estime que c'est une chance que j'ai d'avoir quand même un top management qui a été rapidement sensibilisé. Même l'actionnariat familial, la famille de Dietrich, les principaux actionnaires, se préoccupe de savoir si on a une politique cyber. Donc, c'est quand même, je trouve qu'on est quand même sur un terreau favorable. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, il faut passer aux actes.
Et c'est là qu'il a fallu finalement poser les différents jalons. Par quoi on commence? Donc on a fait une analyse de risque. Quelle est pour nous, par rapport à notre organisation, nos outils, quels sont les principaux vecteurs de risque? Et surtout, quels risques peuvent être encourus? Qu'est-ce que ça veut dire d'être potentiellement attaqué? Alors, à la question quels arguments fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas, je vais commencer par ceux qui ne fonctionnent pas. Appuyons là où ça fait mal. Oui, non, mais clairement, c'est le catastrophisme. C'est-à-dire que si l'IT vient en mode panique au top management et dit attention, attention, si on fait rien, on va tous mourir. On est fichu. Non, ça n'a aucune chance de fonctionner. Au contraire, voilà, on va pas forcément passer pour quelqu'un de très sérieux. Ce qui fonctionne, par contre, et je pense que c'est un besoin du top management, c'est de pouvoir mettre des chiffres, pouvoir se projeter. Qu'est-ce que ça veut dire de subir une attaque? Et pour ça, alors, c'est peut-être un hasard du calendrier, mais à peu près au même moment, il y avait un article qui a été publié dans l'usine Nouvelle, qu'on a fait circuler au niveau du management. Donc on peut les nommer, hein. Oui, bah, c'est le groupe Manutan, qui est également une ETI. Voilà, un peu touché en février 2021. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été touchées par le ransomware en 2021 et qui ont communiqué par la suite. Et justement, il y a eu un excellent travail de communication de la part du DSI qui a expliqué finalement le côté un peu sournois de l'attaque, c'est-à-dire que pendant des semaines, on n'a rien vu passer et d'un coup, ça s'est activé. Et surtout, c'est une crise qui s'étend sur le temps long. Et que la reprise d'activité à 100%, je veux dire, comme avant, elle va mettre plusieurs mois. Et que ça coûte, ça aussi c'est intéressant pour le top management, c'est-à-dire, ok, une attaque, ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement quelques millions d'euros de manque à gagner. Donc clairement, ça, ce sont des éléments factuels qui parlent au top management. Alors, Gilles, l'appétence au risque, si on prend les startups, les ETI, alors là, il y a un groupe familial et c'est vrai que parfois, il y a une philosophie un peu particulière. Mais dans d'autres entreprises, on va dire qu'on a des dirigeants qui vont avoir une approche du risque un peu différente par rapport aux grands groupes. Toi, dans les grands groupes, on parle des bio-CRM, on va parler de 27001. Comment est-ce qu'on aborde en termes de documents, en termes d'accompagnement, les ETI ? Oui, alors, évidemment, il y a une grosse différence. Alors, même si à la fin, les pratiques sont les mêmes, on va parler d'hygiène, on va mettre en place les mesures de sécurité, l'approche, en tout cas de notre point de vue, de ce qu'on a pu constater, ce que j'ai pu constater est très, très différente. On ne prend pas le même chemin. On ne prend pas le même chemin. Donc, là, je pense que Franck l'a très bien dit, le catastrophisme, le risque, ça ne percute pas chez des dirigeants, parce que déjà, ils prennent des risques tous les jours, et ils sont plutôt... une appétence au risque et donc chiche quasiment, donc ne pas rentrer dans ce modèle-là. Par contre, il y a des termes qui parlent le mieux, la résilience, comment on garantit une résilience dans les groupes familiaux, le fait que ça fait sens parce qu'ils se posent des questions de résilience de l'industrie. Quand on est en industrie, comment on garantit le fait que s'il y a un problème d'approvisionnement, comment je le gère, etc. Donc ça, c'est des termes qui fonctionnent bien. Il y a des sujets, donc évidemment, il y a le sujet de la culture, l'approche associée à ça, et surtout toujours faire en même temps qu'on fait les dirigeants avec le rôle de dirigeant et le dirigeant en tant que salarié ou en tout cas collaborateur de son entreprise. C'est deux choses évidemment différentes. Donc il y a ça, évidemment on surfe, et dans le cas aussi avec Franck, on avait aussi surfé sur la réglementation, parce qu'en même temps il y avait des sujets autour de la conformité réglementaire, la protection des données personnelles. Donc on a pu adresser aussi bien différents dirigeants, aussi bien la partie juridique que la partie direction générale et financière. Donc ces approches sont très... Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas les ETI, ça n'existe pas. Il y a chaque ETI a un contexte, une culture, un métier, un ancrage particulier, et il faut se raccrocher à ça en fait. Et c'est à partir de là qu'il faut très contextualiser les choses qu'on fait, même si à la fin...
Évidemment, ce qu'on doit faire, c'est mettre en place une hygiène de sécurité sur l'ensemble du périmètre, avoir une vision de risque stratégique sur les éléments essentiels à protéger. Et puis là, la façon dont on l'a pris, c'était construire un plan de gestion de crise, donc la résilience derrière, et puis mobiliser tout le monde sur tout ce qu'on pourrait anticiper. Et ce qui est intéressant, évidemment, en plus, dans ce cas-là, notamment sur la partie communication, puisque comme il s'était posé la question, il s'était inventé la crise en même temps qu'il la subissait, en tout cas comment on la gère, et tout ce qu'on avait prévu, nous en tout cas dans la démarche qu'on a mis en place, percutait tout de suite. Et d'ailleurs, là où je trouve que c'est très mobilisateur, mais c'était le cas avec toi Franck, c'est que lorsqu'on a fait la réunion du comité de direction sur le plan de gestion de crise, tout le monde est venu en présentiel. La réunion parfois, parce que les sites industriels sont parfois un peu éloignés de l'environnement, là, tout le monde était présent. J'étais surpris moi-même. Honnêtement, c'est un challenge réussi. Bravo par rapport à cette mobilisation. Alors, tu as parlé de sensibilisation. Cybermalveillance.gouv.fr fait vraiment un travail formidable par rapport à tous ces documents, toutes ces publications en licence ouverte que vous proposez justement à toutes ces typologies que tu nous as décrites tout à l'heure. Comment est-ce qu'ils peuvent utiliser toutes ces publications ? Gilles a parlé d'hygiène. Alors, je ne vais pas parler de l'hygiène de Gilles, bien évidemment. Mais par contre, c'était la blague. Pardon, c'est mal tombé, mal présenté, désolé. Non, mais 1-0. 0-1 parce que ça n'a pas bien marché. Nous sommes dans les temps pour vous permettre de poser des questions, donc préparez-les. Non, l'hygiène, c'est ça. C'est effectivement, et comme tu l'as dit, la prévention, c'est fondamental. Il y a deux approches pour se sécuriser. Il y a l'approche technique. On a des outils. On a des gens qui sont présents ici, qui développent des solutions qui permettent justement d'apporter cette brique technologique. Mais on a aussi la sensibilisation. Franck l'a aussi évoqué. Une des premières actions qui a été faite, c'était sensibiliser les collaborateurs. Et on parle de maillons faibles, c'est assez insupportable. Parlons plutôt de maillons forts. On l'a dit aussi, pas forcément essayer de faire peur pour rendre l'utilisateur complice, dans le bon sens du terme, de la sécurisation du système d'information de l'entreprise. Donc l'apport que nous pouvons apporter, effectivement, et tu l'as dit, ce sont beaucoup de documentation qui sont totalement disponibles sur notre plateforme, qui sont dès le 2017, c'est un choix fort qu'on a fait, qui était que ces contenus sont sous licence ouverte, la licence Etalab 2.0. Ça veut dire qu'une ETI, un OIV, une E, une EI, un OSE, une entreprise non régulée, peu importe, et là on intervient sur l'ensemble des publics professionnels, peut reprendre ces contenus, rajouter par exemple une chaîne SASI quelque part sur le document pour la politique des mots de passe. On a des anciens de l'ANSSI qui sont présents dans la salle, donc j'espère qu'ils ne diront pas le contraire. L'ANSSI fait des guides très techniques qui sont très aboutis, qui vont très très loin, mais de mémoire, le guide de l'ANSSI sur les mots de passe, c'est 110 ou 120 pages. Ça s'adresse à un public qui a besoin d'une politique de sécurité de mots de passe extrêmement poussée. Je ne dis pas qu'on n'a pas tous besoin, mais il y a certaines compromissions qu'on peut faire dans le bon sens du terme, en tout cas certains compromis plutôt sur les mots de passe dans une ETI, voire dans une PME. Donc voilà, on a des supports qui sont vraiment à disposition. Alors les vidéos, c'est un droit un peu particulier, donc c'est plus compliqué, mais la très grande majorité des contenus qui sont sur notre plateforme sont sous licence ouverte. Et donc, par exemple, vous faites kit dans le moteur de recherche interne, vous aurez le kit de sensibilisation et vous aurez d'ores et déjà, sous un format propriétaire, et j'en suis désolé, mais vous aurez d'ores et déjà les fichiers sources des PDF qui ont permis de générer le kit de sensibilisation. Et si jamais il y a une fiche en particulier que vous souhaiteriez, vous envoyez un mail à contact@cybermalveillance.gouv.fr et on vous enverra le fichier source au format InDesign, voilà, je l'ai dit, parce que malheureusement c'est ce qui est utilisé par les graphistes, que vous puissiez l'adapter et par exemple le mettre aux couleurs de votre ETI. Et puis surtout, se l'approprier. Je pense que c'est important dans les équipes de s'approprier ces documents à l'image et au contexte de l'entreprise. Alors, tu as sorti, en partenariat avec BPI, justement un document très complet, très intéressant sur la cyberhygiène que doivent adopter des ETI. Je souligne en même temps que tu as fait aussi un travail avec la CNIL, par exemple. Donc, il y a des partenariats comme ça qui sont tissés sur des sujets bien pointus. Est-ce que tu peux nous rappeler justement les principales règles de cyberhygiène qu'on trouve dans ce guide? Alors, que tu n'as pas amené, mais il est tout jaune. Il est là, voilà. Il est au jaune ou la couleur de la BPI. Ils sont très stricts.
sur leur charte. Tu connais bien. Ils sont très stricts sur leur charte, mais lui aussi, il est disponible. Alors, malheureusement, pour le coup, comme la BPI n'est pas membre de notre dispositif, la CNIL est membre et donc on a fait un contenu en licence ouverte. Mais là, c'était plus compliqué avec la BPI qui est un peu moins flexible que certaines structures sur les licences. Mais bon, il est totalement gratuit, il n'est pas adaptable. Le guide, il y a 4 de mémoire. C'est le contexte. On présente l'intérêt justement de la prise en compte du fait cyber dans les ETI, dans les PME, dans les ETI. Ensuite, on rappelle les principales attaques. Et ce sur quoi on a passé beaucoup de temps, c'est sur une espèce d'appréciation. Franck parlait d'image tout à l'heure. Un dirigeant de l'entreprise, il va être quand même concerné par le risque d'image. Donc voilà, un rançongiciel, est-ce qu'il y a un risque d'image important, oui, non. Une compromission d'une boîte de messagerie avec un envoi à tous ses sous-traitants et ses fournisseurs et ses clients, oui, il peut y avoir un risque d'image plus important. Donc voilà, avec des cas pratiques aussi, c'est très important d'illustrer par des cas pratiques. On donne les principales recommandations et tu me poses la question, il y en a une que moi j'aime beaucoup, qu'on a reprise d'ailleurs ensuite au mois d'octobre l'année dernière. Donc les recommandations pour ne pas être victime et puis quoi faire quand on est victime. La première recommandation, c'est nommer, alors c'est un peu plus vrai dans une ETI qui est un peu plus structurée, mais dans une PME, c'est malheureusement pas toujours le cas, c'est nommer un référent qui est la personne vers laquelle on peut s'adresser quand on a une question sur quelque chose qui est un petit peu bizarre en sécurité. Mon ordinateur a un comportement un peu curieux. Est-ce que ce mail, c'est pas un mail d'hameçonnage potentiellement? Donc voilà, on l'a repris dans la charte qu'on a invité. D'ailleurs, j'espère que toutes les entreprises ETI, quelle que soit leur taille, ont signé cette charte qu'on a lancée au mois d'octobre dans le cadre du mois européen cyber. C'est toujours possible de le faire. Le SGDSN l'a fait il y a quelques semaines. Une charte où il y a 8 engagements justement. Je m'engage à nommer un référent au sein de ma structure qui va être la personne un peu plus geek que la majorité, vers laquelle l'ensemble des collaborateurs va pouvoir se tourner quand il y aura une question sur la cyber. Alors c'est très intéressant parce que dans ce guide, effectivement, on parle de référent cybersécurité et non pas de RSSI. Quel est le choix finalement en termes d'équipe après cet avant-après en termes finalement référent cyber, RSSI Ni l'un ni l'autre. Mon capitaine. Question de moyens, tout simplement, une taille. C'est ça, en fait, ce qu'on a fait par rapport à notre taille d'équipe, il nous était assez compliqué de justifier un ETP sur cette fonction-là. Mais en fait, on a un peu dilué la charge sur plusieurs membres de l'équipe. Concrètement, on est 3 personnes à être un peu ambassadeurs de la sécurité, aussi bien sur donc notre architecte système va plutôt aborder, traiter la partie très technique. On a une personne qui travaille au légal, qui a une bonne fibre, une bonne sensibilité IT, donc qui nous accompagne sur toute la partie compliance légale. Et moi-même donc pour fixer un peu le cadre pour la gouvernance. Voilà. Et dans cet avant-après, bien sûr, il y a le sujet du budget. Forcément, vous avez obtenu du budget supplémentaire. Qu'est-ce que vous avez mis en place finalement pour améliorer votre cyberdéfense? Quelle a été votre stratégie, vos choix stratégiques? Alors, avant de parler d'outils, en fait, je pense que ça a été justement dit par Jérôme tout à l'heure, c'est commencer par appliquer les recommandations basiques, les recommandations de l'ANSSI. La gestion des mots de passe, alors simplifié, on parle pas identités, des identités, la mise à jour des systèmes, etc. Voilà. En fait, on a essayé de faire preuve du bon sens paysan, finalement. Mais je trouve que c'est une expression qui colle très bien. Donc, on a sujet. essayé de faire preuve de pragmatisme. Donc, avant de sortir l'artillerie lourde, en débloquant vraiment le budget conséquent sur des outils, on a d'abord focalisé sur les basiques. Ensuite, on a évoqué la sensibilisation. Par les supports qui nous a été transmis par l'équipe Agile. Et ensuite aussi une partie évaluation. C'est-à-dire que maintenant, on est entré dans une espèce de cycle d'amélioration continue. Donc sur la sensibilisation, sur l'évaluation, c'est-à-dire qu'on a développé un KPI pour mesurer finalement sur les évaluations comment est-ce qu'on évolue. Et je pense que c'est important qu'on soit dans cette démarche d'amélioration continue parce que le risque, lui, il évolue aussi.
Donc c'est pour ça qu'il nous semble essentiel de vraiment maintenir ce flot finalement de sensibilisation. Quand je parle de sensibilisation, ce n'est pas seulement pour le top management. Là, je parle de tous les utilisateurs du système d'information, jusqu'aux opérateurs de production qui ont une adresse mail, qui ont accès à un ordinateur. Ouais. Et ça, je pense que c'est un des atouts de Dietrich dans cette situation, mais aussi peut-être des ETI. C'est peut-être une clé de succès, de mettre de la compétence cyber un peu partout, et on n'a pas à désiloter comme dans certains grands groupes. Pas. Voilà. Surtout pas. On va plus vite peut-être. Voilà, c'est ça. Ensuite, pour l'instant, on n'est toujours pas dans les outils. Ah non, on est dans l'humain, la gouvernance. Il va falloir y arriver. On va y arriver avec Gilles. Je ne vais pas me faire des amis auprès des éditeurs de solutions. On va laisser parler Gilles. Donc, troisième action, ça a été justement de se préparer à la crise, donc au travers de la définition du plan de gestion de crise cyber. Donc, c'est comment s'organiser. C'est toujours compliqué de commencer à réfléchir efficacement quand on est vraiment la tête dans l'eau. Donc, pour nous, ça nous paraissait essentiel de cadrer justement ces actions, cette organisation. Qui décide de quoi, quand, qu'est-ce qu'on dit, à qui, et quand. Alors il y a toujours une part d'improvisation, parce que tout n'est pas prévisible à l'avance, mais voilà, au moins les actions essentielles sont définies. Et enfin, on y arrive, les outils. On a essayé de se rapprocher du standard, je veux dire, avec la mise en place d'abord du MFA, ensuite de solutions type EDR. Clairement, l'antivirus aujourd'hui, c'est dépassé, là, clairement, il faut le dire. Donc, mise en place d'un EDR. Et comme nous avons finalement une équipe assez restreinte, tant en termes de nombre de TP, mais aussi en termes de compétences, de disponibilité, nous avons pris le parti de faire monitorer notre sécurité IT par un SOC manager. Ouais, forcément. Ouais. Gilles, quel conseil, toi qui accompagnes les ETI, SOC manager, forcément, on a envie de dire, quels sont tes conseils, tes préconisations? Alors, je ne vais pas parler de ce qu'a dit Franck, mais évidemment, il y a tout ce qu'on appellerait le management de la sécurité qui a été fait avec. On a démarré en fait avec une analyse de maturité pour éviter de parler du risque. Donc, il y a un modèle de maturité qui permet de faire évoluer. Donc ça mérite continu. Moi, le point, et c'est pour ça que mon engagement est autre maintenant et qu'il est autour de la gestion des accès d'identité. Moi, je pense que le point numéro 1 à mettre en place aujourd'hui, c'est une vraie gestion des accès d'identité. 85% des attaques sont liées de près ou de loin, parfois loin indépendamment, à un sujet d'accès d'identité. Et que ça soit aussi bien pour l'ensemble des employés, que ce soit pour les clients qui accèdent, les partenaires qui échangent, voire certains objets connectés, notamment dans le monde industriel. Et donc là, alors évidemment, je vais défendre ma paroisse, mais on est très engagé sur le sujet parce que c'est un des points, me semble-t-il, essentiels. Et je pense même, ayant fait beaucoup de schémas, enfin beaucoup, jamais sûr, mais pas mal de schémas de directeurs de cybersécurité, c'est que ça devrait être dans les premiers paliers. À chaque fois qu'on fait du conseil, on met ça en dernier parce que c'est le plus transverse, parce que en fait, ça devrait être dans le premier, parce que c'est le seul sujet de la cybersécurité qui, en même temps de protéger, facilite la vie des utilisateurs. Et puis, c'est des processus. Et donc, on est dans un endroit où, en fait, l'acteur de la sécurité, il simplifie la vie, il va améliorer l'expérience utilisateur, même voire de ses clients, et en plus, il les protège. Avec les technologies modernes, en plus, on peut même quasiment se passer de ces irritants qui est l'identifiant, et donc, enfin, en tout cas, le processus d'identification. Et donc, c'est un vrai sujet essentiel qu'il faut remettre au devant de la scène. Et donc, on a essayé de poser. Donc, ça, c'est un des sujets qui me paraît en effet essentiel à apporter. Surtout qu'aujourd'hui, avec les nouvelles architectures, on sait démocratiser ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on sait le mettre en place de façon beaucoup plus rapide qu'avant. Et donc, donc il faut, en tout cas, c'est un sujet qui me paraît, en tout cas, moi, essentiel. Parce que quand on a fait ce premier palier, on a réuni l'ensemble des métiers, on a fait le plus dur de la relation entre l'IT et le métier, qu'on est proche des sujets des digitaux. Et je rappelle que dans les ETI, c'est la vision de transformation digitale qui amène à la cybersécurité et pas l'inverse. Et donc, du coup, on est sur un sujet. Donc, ça légitime tout le reste. Alors, Franck a réussi à pouvoir obtenir, grâce à son cas particulier, l'activité sur le EDR, etc. Mais d'autres, en fait, sont obligés de s'y prendre différemment. Ceux qui n'ont pas subi de crise,
en fait, d'amener un confort utilisateur. Voilà. D'où notre titre de table ronde aussi. Alors, avant de passer à quelques moments avec vous en termes d'échange, de questions, un dernier levier. On a parlé de sensibilisation, on a parlé de communication avec le COMEX, on a vu beaucoup de leviers finalement en faisant de la veille sur ces concurrents qui se font hacker. Il y a un dernier levier très, très, très important, c'est la réglementation, bien sûr, alors, surtout en France. Franck, NIS2 arrive. Vous allez être concerné ? Nous allons être concernés, effectivement. Alors, on ne le vit pas forcément comme une punition. Eh ben, moi, je suis ravie de l'entendre dire. Alors, et je pense que Jérôme est d'accord, et Franck également. En fait, oui, donc on est concerné par NIS2 en tant que fournisseur d'équipements pour la pharma. Donc, on est considéré comme opérateur important, donc on n'est pas au niveau le plus haut. Néanmoins, après, je pense que la bonne nouvelle, ce qui est peut-être aussi rassurant, c'est que alors a priori, tout n'est pas encore tout à fait clair, mais a priori, les principales mesures sont, je qualifierais, d'abordables. Il n'y a rien d'inatteignable pour une ETI. Franck, tu es d'accord ? Comment tu vas accompagner Gilles, excuse-moi. Gilles. Gilles, comment tu vas accompagner justement Franck ? Alors, comment je peux l'accompagner ? Alors déjà, en tant que Memority, on est concerné. Donc Memority, la plateforme est concernée au regard de sa taille, de ce qu'elle traite. Évidemment, c'est une belle opportunité parce que j'invite à regarder comment ça va s'adresser. Et donc, je veux parvenir à mon discours sur l'accès à l'identité, sur des données qui sont gérées de façon responsable et équitable. Donc ça, c'est très bien. Donc comment l'accompagner ? Je ne sais pas, je vais peut-être faire une proposition tout de suite pour qu'il l'utilise et qu'il soit un utilisateur de la plateforme de Memority. Alors, Jérôme, blague mise à part, parce que je ne veux pas. L'activité qui a accompagné, que je dirigeais, qui a accompagné Franck, en fait, elle est organisée avec des juristes et des avocats, des experts en cybersécurité et des experts de la culture digitale, justement pour accompagner de façon globale. Et pour les ETI, c'est essentiel d'avoir des acteurs, parce que la direction générale, en fait, elle prend la réglementation, elle parle de cybersécurité, que les juristes amènent à très très bon niveau, avec des cadres très très formels, les sujets de tout ce qui touche à la protection des données. Et donc, du coup, ils ont des impacts sur la partie sécurité, donc autant l'amener globalement. Voilà. Exactement. Alors, on est convaincu par cette réglementation. Jérôme, on a du recul avec NIS 1. Quel apport positif finalement que tu as pu voir par rapport à NIS 1 et ce que va apporter NIS 2 ? Alors là, c'est le citoyen qui parle, parce que je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est régulé, c'est l'ANSSI, et je laisse ce chantier important, non moins a priori attendu par les ETI, de la mise en place de NIS 2, qui pose quand même quelques questions sur le référentiel. Tout n'est pas encore très sec, donc voilà, c'est un vrai sujet, parce que la transposition est encore en train d'être affinée. Non, sur NIS 1, Franck l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont eu très peur, et c'est dommage, parce que c'est une vraie opportunité. Je peux vous raconter une petite anecdote. J'étais encore à l'époque à l'ANSSI dans la phase de préfiguration. Il y a quelqu'un qui était un RSSI d'un groupe important, qui n'était pas OIV et qui était limite possible OSE, pas OSE. Il a fait des pieds et des mains pour être OSE. Pourquoi ? Parce que ça lui a permis d'avoir des budgets. Son COMEX à l'époque, c'était 2017, je crois, 2016, au début où il y avait les discussions sur les transpositions, qui serait OSE, pas OSE, n'avait pas forcément compris ces enjeux. C'était la restauration de groupe. Où il se dit, mais moi, je ne vais pas forcément être attaqué. Quelques mois, voire années, je ne sais plus, beaucoup de ces restaurants dans des autoroutes ont été bloqués par des cyberattaques. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez pu identifier qui vous pouvez parler. Mais voilà, et donc ça a été... Et quand bien même il a eu ses budgets, vous voyez que derrière, il y a quand même des attaques qui ont réussi. Mais s'il n'y avait pas eu, on ne va pas faire de la politique fiction, mais s'il n'y avait pas eu ses budgets et sa vraie capacité à lui d'actionner des leviers derrière, tant techniques que humains, je pense que les conséquences des attaques auraient été beaucoup plus importantes. Donc voilà, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc autant essayer de faire qu'on puisse tirer le meilleur parti de ces transpositions de directives qui
n'ont qu'un seul objectif, c'est de sécuriser notre résilience nationale. On parlait de résilience d'une entreprise. Derrière, on a des enjeux de sécurité nationale. Si on a 10% des PME qui sont au tapis, on a un vrai sujet de sécurité nationale. Donc, ces entreprises, elles sont soit essentielles, soit importantes pour l'économie. Et donc, faisons le maximum pour les protéger. Est-ce que vous avez des questions ou peut-être un témoignage ? Alors, je ne peux pas apporter le micro parce que j'ai un fil. On vous écoute. Alors, je vous ai donné un scoop. Je vais vous demander de garder pour vous ce que je vais vous dire là. Mais nous, on pense qu'on a un début de solution à une partie du problème de la transposition de la directive NIS 2 à travers des prestataires qui s'appellent les prestataires experts cyber. C'est un label qu'on a créé, je vois que certains connaissent. C'est un label qu'on a créé il y a maintenant 3 ans pour permettre que nos structures professionnelles dans nos territoires, je pense à une collectivité, bon, une Comcom, la transposition de NIS 2, c'est jusqu'au niveau Comcom, donc ça va faire mal au niveau des communautés de communes et du monde public. Voir une ETI, voir une PME d'une taille assez importante, puisse être assistée lorsqu'elle est victime de cyberattaques. On a des référencés, on a des labellisés, mais comme on a créé ce label avec les structures représentatives de ces professionnels des territoires, les syndicats, les fédés professionnels, ils nous ont dit la première fois, il faut aussi que vous les évaluiez sur leur capacité de faire de la sécurisation. Donc voilà, on a besoin, et c'est pas ici que je vais pas dire qu'on n'a pas besoin de solutions techniques, il faut qu'indiquer les éditeurs, mais on va avoir aussi besoin de manpower, de manœuvre, de cerveau, de femmes et d'hommes qui vont aller déployer ces solutions dans les territoires. On en a 200. Je vais vous dire parce que mais je pense que vous avez compris de qui je parle. On nous dit il n'y en a pas beaucoup. Et on leur dit mais ça fait 2 ans qu'on vous dit aidez-nous à faire que ce nombre de prestataires se développe. On a fait un truc extraordinaire avec le campus Nouvelle-Aquitaine. On a fait un référentiel de compétences pour que des organismes dans les territoires puissent faire des formations pour que ceux qui font de l'informatique, étant les prestataires de proximité, de terrain, les boîtes de 10, 15, 20 personnes dans tous les territoires qui font de l'informatique depuis 20 ans, qui ne sont pas forcément spécialisés en cybersécurité, puissent devenir un petit peu meilleurs en cybersécurité. Donc voilà, il y a encore plein d'étapes, il y a encore plein de leviers, mais je trouve un petit peu dommage, et là on est un peu sur le père fouettard en nous disant vous n'en avez pas assez, donc on ne va pas les intégrer dans la Voilà. Donc plutôt qu'on nous dise, développons le nombre de prestataires, qui une fois de plus sera une partie de la réponse. C'est pas les PRIS, les PACI et les PEDIS qui vont aller intervenir dans les EI et dans les EE pour intégrer les solutions formidables que nos éditeurs présents ici ont pu développer. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une partie de la réponse, mais en tout cas, voilà, il y a des enjeux aussi. On en est nous convaincus au sein de notre dispositif de la partie prévention. Tous les contenus qu'on a proposés, on essaie de les diffuser au maximum, mais on a très peu de moyens. Donc on compte sur vous aussi pour que vous puissiez le faire. Tout ce que vous pouvez diffuser au sein de vos structures, on en sera très content. On relayera si vous nous dites que vous avez pu le relayer, surtout si vous l'avez adapté. Moi, j'aime bien la partie. Je suis un fan du logiciel libre et donc j'adore quand on peut modifier les choses, le hacker dans le vrai sens du terme, parce qu'on va l'améliorer derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer là-dessus. Et puis voilà, sur l'aspect professionnel, sécurisation de nos territoires, qui va être un vrai enjeu, puisqu'une fois de plus, l'essence de NIS 1 et de NIS 2, c'est comment on sécurise et on améliore cette résilience collective. On pense qu'on a une petite pierre à apporter, on est très, très humble sur ce sujet, mais voilà, on pense qu'elle n'est peut-être pas encore suffisamment exploitée. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Monsieur, oui, 2 questions. Alors, on vous écoute. Monsieur, et ensuite monsieur au fond. C'est sur le modèle de licensing des éditeurs. Est-ce qu'effectivement, on a une stratégie ou est-ce qu'on invite à certains niveaux, peut-être au niveau de l'État, à avoir une approche de licensing qui facilite aussi l'adoption de certaines solutions par les ETI, parce qu'on a souvent des licensing qui sont un peu soit par rapport à des instances ou ce genre de choses. Et en fait, il y a un effet décliqué, on va dire, à un moment donné, c'est productif, on va dire, d'intégrer telle solution pour des questions de licensing. Donc, est-ce qu'on encourage certaines choses? Alors, le plus proche de l'État, c'est moi, donc l'État, c'est pas moi. Ah, celle-là, elle a marché quand même, merci. Ah là 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 là. On se détend, c'est cool. Très franchement, je ne sais pas si c'est à l'État d'intervenir sur le monde privé et les offres de licence. On a un gros éditeur de virtualisation qui a fait des trucs assez récemment sur la politique de licence. C'est plutôt aux acteurs privés, français, européens, mondiaux, d'essayer d'aller leur expliquer que c'est peut-être pas forcément la meilleure chose pour leurs clients finaux, pour une stratégie de croissance sur le long terme de leur technologie, voire de leur entreprise. Donc voilà, je ne sais pas si c'est à l'État de répondre, d'imposer une politique de licensing aux éditeurs. En plus,
malheureusement, heureusement, je ne sais pas si c'est le sujet là, mais tous ne sont pas français. Et voilà, pour les Français, on va dire, ah bah non, vous nous empêchez de nous développer à l'international, de pas la liberté d'entreprendre. Et pour les autres, on va dire, l'État français, c'est pas grand-chose pour nous, quoi. Gilles, une réponse. Oui, une réponse simple. Dans les engagements, alors, en tout cas pour Memoretti, je peux m'engager sur Memoretti, sur la partie tarifaire. Et ben, on a pris un engagement d'être équitable. Donc on est à l'identité et à l'usage. Donc au moins le modèle il est clair. Le client s'engage sur le nombre d'identités qu'il a. Donc quand c'est les employés, c'est le nombre d'employés, à la vitesse de déploiement de ces applications, et c'est complètement à l'usage. Et donc du coup, on est vraiment sur un prix qui est en fonction de la valeur générée du coup. Voilà, et je pousse pour que tout le monde soit comme ça en fait, de façon à ce que les ETI qui ont des fortes croissances, ça puisse accompagner leur croissance, et puis celles qui restent stables et qu'elles n'aient pas à payer le prix initial très très élevé qui serait l'instance particulière. Et les architectures multitenants cloud le permettent. On est dans les temps, monsieur, c'est à vous. Peut-être plus que les entreprises qui sont dans des experts, des PME ou des grands groupes. Et mon problème avec les compromis, on en fait tous les jours, même dans la vie perso d'ailleurs. Mon problème avec les compromis, c'est que... On ne voit pas de quoi vous parlez. c'est qu'il y a des bons compromis, il y a des mauvais compromis. Et quelque chose qui serait inestimable dans cette prise de décision de savoir quel compromis faire au final, c'est une analyse. Monsieur Le Canon est avec nous, donc l'analyse des attaques qui sont passées, l'analyse de ce qui n'a pas marché. Avoir ce genre d'information, je ne sais pas si c'est rendu public ou si vous l'avez déjà, je pense que ça serait très... Vous voulez dire des sortes de rétex, des retours d'expérience Donc, que ce soit des politiques ou des outils. Parce que là maintenant, il faut se l'avouer, la cyber, ça buzz à mort. Donc, c'est un marché grandissant, tout le monde veut s'y mettre, mais par la nature des choses, et c'est un peu de bonne guerre, il y a beaucoup d'enfumage, et donc ça serait bien de savoir un retour d'expérience sur les échecs. Alors c'est un peu l'objectif de ce type d'événement quand même. C'est de pouvoir partager, chacun peut partager de façon librement les retours d'expérience, et l'enjeu quand même de l'événement, c'est de donner la parole aux utilisateurs. C'est un peu ce qu'a fait Franck de façon, d'ailleurs merci de le faire de façon toute transparente. Oui. Et c'est vrai que c'est précieux. c'est culturel dans son entreprise qui gère, puisque de toute façon ça a été assez transparent. Donc c'est un peu l'objectif en tout cas de l'échange et de l'engagement qu'il y a, d'ailleurs, qui est le thème d'ailleurs de cet événement-là, c'est le partager, et les communautés le permettent. De plus factuel en fait. Vous voulez un truc de plus, voilà, avec des indicateurs plus précis. Moi, Jérôme, voilà, une nouvelle mission. Ouais, alors je vais essayer de tuer cette nouvelle mission parce que c'est compliqué. Allez, un partout. Une nouvelle mission. Merci, super. Il y a deux approches, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, machin. Bon, soit vous dites ce qui marche, ça marche pas, soit vous dites ça marche, d'accord. Et ça existe. C'est les critères communs de l'ANSSI sur des technos, c'est les prestataires qualifiés de l'ANSSI, les prestataires d'audit, de réponse à incident, de détection. Même si, une fois de plus, parce que le champ historique de l'ANSSI, ce sont les opérateurs d'importance vitale, ces prestataires qualifiés par l'ANSSI ont vocation principalement à adresser ces grosses entreprises. Et puis, donc, à l'opposé, il y a nos prestataires labellisés. Donc voilà, c'est compliqué. Et l'État aura du mal à se remettre en question, puisque c'était une partie de votre question, sur ce qui n'a pas marché, malheureusement. Mais ça, après, on a tous des bulletins de vote, et c'est nous, citoyens, qui pouvons faire que potentiellement le pouvoir politique demande des comptes à l'administration. Ça faisait partie des discussions que j'avais avec un ancien de l'administration à midi, donc je vous partage vraiment des choses très personnelles aujourd'hui. Décidément. Décidément, je ne sais pas si vous avez de la chance. Ça reste entre nous, bien entendu. Hein. Mais ça va pas très loin. Tu sais. Donc oui, mais non, voilà, plus sérieusement, ce que je vous dis, vous avez des critères communs, hein, je l'ai dit, donc ou les qualifications élémentaires, qualifications standards, les CSPN et autres. La question c'était, je fais des compromis, donc je peux pas tout appliquer. Donc dans ce que j'applique pas, quels sont les
appliquer ce que vous je pouvez, reprends la question, utiliser hein. des technos qui ont démontré le fait qu'elles fassent bien les produits de sécurité, parce que c'est aussi comme ça que j'ai compris la question. Il y a des trucs un peu pourris, un peu fumés, ça je suis bien d'accord, et il n'y a pas que dans la cyber, mais il y en a au cyber. Ouais. Alors sur les sujets, reprenez nos recommandations. Il y a du survivant. Par contre, dans ce qui ne marche pas, je pense que c'est plus... la moralité qu'on peut en tirer, elle est beaucoup plus pertinente dans nos choix qu'on doit faire. Venez nous voir après. Alors, on est obligé de se quitter. Allez, on prend la dernière question. Si vous n'avez pas de rendez-vous, on ne le dit pas. Allez, on dépasse légèrement. Monsieur, une dernière question. La labellisation des experts de la maintenance, pas hyper à moitié vide, par rapport aux certifications ANSI des passifs, etc. Il peut y avoir des experts finalement qui ne sont pas à la hauteur. Quels sont les critères que vous avez pour labelliser un expert Alors, ça va être compliqué de vous répondre parce que c'est une démarche quand même un peu longue pour un prestataire qui va faire acte de candidature. Vous êtes qualifié, vous êtes labellisé ? Cool, bravo. Non. Mais alors, nous, on part sur le terreau favorable. Tout à l'heure, on parlait de terreau. On est certifié ISO 27001 et HDS sur tous les niveaux. Donc, on part déjà. Voilà. très haut, ouais. Mais par contre, c'était galère pour l'avoir. Donc, parce qu'effectivement, il y a un auditeur, on doit répondre à des questions. Ah oui, c'est pas facile. Hein. C'était pas galère, vous avez été très bien challengé. Parce que tout le monde n'a pas. C'est pas un truc. Moi, je mets d'un point de vue, en fait, de quelqu'un qui veut le faire. Effectivement, c'est pas n'importe qui arrive avec 2-3 labels cyber en disant allez, je fais ci, je fais ça, etc. Ça marche pas comme ça en fait. Les documents, on a été challengés sur les documents. Processus de gestion d'incidents, de gestion de crise, des outils, enfin, notamment une procédure de sauvegarde, etc. Oui. Donc ça tombe bien, on est hébergeur et cyber. Donc, Ça a dû aller, ouais. mais même en étant avec ces deux têtes-là, ça fait des scènes. Par contre, effectivement, juste une petite remarque, je profite. Alors, voilà, parce que je voudrais qu'on les applaudisse quand même. Oui. En tant qu'utilisateur particulier, parce qu'il y avait eu une tentative d'escroquerie sur la carte bancaire, etc. Donc, j'étais voir les recommandations, etc. Et donc, je le recommande aujourd'hui à mes clients. Ah, bien sûr. Vous avez des doutes, Cybermav Ouais, très précieux. Et donc, les fameuses fiches techniques, oui, j'en ai pris. Oui, j'ai reformaté. C'est génial. Bravo. Le seul truc, la licence vous impose ça, mais tout le reste, vous faites ce que vous voulez. Et si vous voulez qu'on communique sur le fait ça, vous me contactez jérôme.notin@cyberlance.gouv.fr. Moi, je suis fan de, je vous l'ai dit, et j'arrête de parler, de démontrer que on peut, c'est un truc malléable que vous adaptez. Voilà. Jérôme, Gilles, Franck, merci beaucoup et merci à tous de votre participation. Merci.